Ici Radio Courtoisie, la radio libre du pays réel et de la francophonie. Vous écoutez le libre journal de la nuit de la France profonde, dirigé par Thibaut de Chassé, assisté d'Elisabeth, diffusé en direct mardi 12 juillet 2016 de 21h30 à 23h. Il est diffusé en différé vendredi 15 de 21h30 à 23h également, puis à la demande sur le site internet de Radio Courtoisie. Ce libre journal est réalisé par Benoît. Vous pouvez intervenir au cours de cette émission par téléphone au 01 46 51 00 85, par télécopieur au 01 46 51 21 82, par courrier électronique à courtoisie@radiocourtoisie.fr. Chers auditeurs, bonsoir. Thibaut de Chassé au micro pour cette deuxième émission du Libre Journal de la France profonde. Je suis assisté ce soir d'Elisabeth. Bonsoir. Merci d'être là ce soir pour m'aider. Nous aurons pour invité Pierre Delaubier. Pierre Delaubier, bonsoir. Bonsoir Thibaut de Chassé. Alors, vous êtes ce soir invité, mais aussi chroniqueur. Voilà. Double casquette. Vous êtes enseignant. Et vous avez écrit un petit livre très, très agréable à lire qui s'intitule « L'école privée de liberté », sous-titré « 9 mois dans la peau d'un professeur de l'enseignement catholique ». Nous aurons aussi, par téléphone cette fois, Pascal Jacob, professeur de philosophie, auteur de « L'école, une affaire d'État », publié chez Edifa en 2008. Alors, c'est plutôt une approche philosophique, mais très intéressante. Voilà, comme vous l'aurez compris, la première partie de cette émission sera consacrée à l'école et à ses rapports avec l'État, et en particulier aux nouvelles menaces contre l'école libre. Voilà, nous avons aussi à la table Alain Pascal. Bonsoir. J'ai envie de reprendre une formule de Serge de Békèche, puisqu'on l'entend toujours avec émotion. Oui. Ami de la résistance, bonsoir. Bien vu. Alors Alain Pascal, vous êtes écrivain. Vous avez écrit plusieurs livres sur l'histoire occulte, pour faire simple, mais nous en reparlerons. Voilà, et justement, nous évoquerons tout à l'heure l'un de vos livres qui se nomme La Pré-Kabbale, voilà, sous-titré « Les ésotérismes contre la tradition chrétienne », paru aux éditions des Cimes. Voilà pour nos intervenants de ce soir. Quelques petites annonces, je n'en ai pas pour longtemps. Pour meubler votre été, il y a plusieurs universités d'été qui méritent, à mon avis, d'être signalées, au cas où vous les méconnaîtriez. Alors tout d'abord, par ordre d'urgence, si je puis dire, il y a la 25e université d'été de Renaissance catholique, qui commence jeudi 14, donc dépêchez-vous si vous êtes intéressés. Donc, du jeudi 14 au dimanche 17 juillet, qui se tiendra à 10 km du Puy du Fou. Voilà. Pour tout renseignement, vous pouvez téléphoner au 01 47 36 17 36, voilà, sur le thème de la culture, si je ne m'abuse. Voilà. Il y aura aussi du 16 au 31 juillet 2016 le 8e camp de formation des cadres, qui est organisé par la Fraternité sacerdotale Saint-Pie-X. Je cite, « Pour des jeunes désireux d'agir et de prendre des responsabilités dans le grand combat de la tradition. Apprenez à être un chef ». Donc ce camp des cadres 2016 est exclusivement réservé aux jeunes majeurs de 18 à 25 ans. Il se déroulera donc du 16 au 31 juillet 2016 à l'école Saint-Joseph des Carmes dans l'Aude. Au programme spiritualité, exercice de l'autorité, connaissance du monde moderne et dépassement de soi. Voilà, et pour finir l'été en beauté, vous avez l'université d'été nationaliste, organisée par le mouvement Renouveau français, qui est donc une organisation politique nationaliste et contre-révolutionnaire. Cette université d'été se tiendra du 24 au 28 août en Bourgogne. Et nous aurons l'occasion d'en reparler en fin d'émission avec justement l'un des organisateurs qui nous donnera un petit peu plus de détails et d'informations là-dessus. Voilà, alors sans plus tarder, nous allons entrer dans le vif du sujet, du premier sujet en tout cas de ce soir, à savoir l'école libre menacée. Voilà, comme vous le savez peut-être, l'école libre, c'est-à-dire l'école hors contrat, est prise à partie ces derniers temps. Elle a été menacée de différentes parts, de droite, ce qu'on appelle la droite dure même, comme de gauche évidemment. Tout d'abord, nous avons le ministre de l'Éducation, je dis bien le ministre, comme on ne le dit plus
plus tellement dans les médias, et comme les jeunes Français ne l'apprennent plus, mais bon, de toute façon, ils n'apprennent plus grand-chose, nous y reviendrons. Le ministre de l'Éducation nationale, Najat Vallaud-Belkacem, qui veut passer pour les écoles hors contrat, donc qui sont libres de présenter le programme qu'elles désirent, avec la pédagogie qu'elles souhaitent, qui veut leur imposer de passer du régime de déclaration à celui d'autorisation préalable. Donc évidemment, ça change tout, et l'on peut craindre que que de nombreux projets d'écoles libres ne puissent voir le jour. Il y a aussi Éric Ciotti, donc député LR, les Républicains, député du Sud-Est, qui est réputé particulièrement sécuritaire, enfin qui incarne la droite dure, qui a aussi pris à partie l'école libre en exigeant que l'enseignement soit conforme aux valeurs républicaines. Voilà, donc nous aurons l'occasion d'en reparler, et qui veut quasiment, de fait, interdire l'enseignement à domicile. Voilà. Donc, la République, puisque nous avons des représentants de gauche et de droite, donc c'est l'ensemble de la République, souhaite limiter, restreindre, voire peut-être à terme interdire l'école libre. Et il y a certainement des motivations idéologiques qui sont derrière, bien sûr. Voilà. Que pensez-vous de ces nouvelles, Pierre Delobier ? Je pense qu'on devrait y attacher plus d'importance, parce que ce qui m'a frappé beaucoup, c'est que le secrétaire général d'enseignement catholique, qui s'appelle Monsieur Balman, est venu au secours des établissements hors contrat. Pendant des années, quand on lisait la presse de l'enseignement catholique, etc., quand il faisait des déclarations, il n'avait jamais de mots assez durs pour l'enseignement hors contrat. On ne le qualifiait pas de catholique, on lui interdisait d'ailleurs souvent de se qualifier de catholique. On disait que c'était sectaire, que c'était l'entre-soi, que c'était, etc. Tout d'un coup, il vient à son secours. Alors pourquoi ? Parce que, en réalité, pendant longtemps, l'enseignement catholique officiel a considéré que la menace du hors-contrat était tout à fait marginale. C'est-à-dire qu'il y avait des milliardaires qui pouvaient s'offrir autre chose, des fanatiques et des fous. S'ils étaient ni milliardaires ni fanatiques, ils étaient donc fous. Bon. Maintenant, il y en a de plus en plus. 50, 60 écoles chaque année nouvelles. Mais ça reste, excusez-moi, numériquement très marginal. Ça reste 0,4%. Voilà, 0,4%. Ça reste marginal, mais ça accroît très très vite. En réalité, l'enseignement sous contrat a tellement mal défendu sa liberté qu'il se trouve lui-même menacé par ces mesures que veut prendre le gouvernement, c'est-à-dire de passer d'un régime d'autorisation, un régime de déclaration, c'est-à-dire de liberté, je ne sais même pas pourquoi on doit le déclarer, mais enfin admettons, à un régime d'autorisation. On dit, l'enseignement, la liberté de l'enseignement est une liberté constitutionnelle, et qu'à mon avis, elle n'est pas. Il y a eu 2 occasions où on a pu mettre la liberté de l'enseignement dans la Constitution. On ne l'a pas fait volontairement. La première, c'est en 1946. Les constituants ont refusé qu'on énonce la liberté d'enseignement dans la Constitution. Et on s'est appuyé simplement pour défendre la liberté de l'enseignement sur un article d'une loi de finances organique de 1931. Voilà. Donc elle a fait finalement partie du bloc de constitutionnalité qui est défendu par le Conseil constitutionnel. Mais en 1958, on ne l'a pas non plus mise dans la Constitution. Elle n'y est pas en tant que telle. Elle fait partie du bloc de constitutionnalité, mais elle n'est pas dans la Constitution. Ça n'est pas un droit fondamental. Et la preuve, c'est qu'on peut être inquiet, puisqu'on dit qu'on va passer d'un régime de déclaration à un régime d'autorisation, ce qui prouve bien que ce n'est pas une liberté fondamentale. On ne pourrait pas faire ça pour la presse, on ne pourrait pas faire ça pour la liberté de réunion, et ainsi de suite. Et pourquoi l'enseignement sous contrat doit se sentir menacé aussi ? D'abord, parce qu'il y a du hors-contrat dans le sous-contrat. Moi, quand j'étais professeur dans le sous-contrat, j'avais 2 heures hors-contrat, parce qu'on donnait du soutien. Puisque maintenant, il y a le collège unique, donc les élèves sont nuls. Donc quand on peut, on leur donne, ça sert à rien, mais enfin on le fait, des heures en plus. Il y a des classes pour les enfants handicapés, souvent, ou des classes spéciales, des classes préprofessionnelles, du post-bac, tout ça, hors contrat, dans les établissements sous contrat. D'autre part, quand on veut créer un établissement, il ne peut pas être sous contrat tout de suite. Il faut 5 ans d'existence. Par conséquent, ça veut dire qu'on interdit à l'enseignement catholique d'ouvrir de nouveaux établissements.
jusqu'à présent, il avait capitulé sur tous les points, le secrétaire général. C'est-à-dire qu'il y avait des quotas de 20% d'élèves dans l'enseignement catholique. On ne voit pas pourquoi. S'il y a un quota, il n'y a pas de liberté de choix. Donc sur tous les points, il a beaucoup capitulé. Et là, le gouvernement risque de prendre une mesure qui risque d'être fatale à tout le monde. En effet, je retrouve le texte de l'AFP qui annonce le projet de Najat Vallaud-Belkacem. Je voulais le compléter parce qu'il y a quelque chose, à mon avis, très intéressant et très important à souligner dans les arguments qui sont mis en avant par les gouvernants, par le système en général, pour s'en prendre à l'école libre, c'est le risque de radicalisation. Voilà. Radicalisation catholique, c'est ça le risque alors finalement. C'est un danger pour la nation. Je cite le ministre, « Je suis en train de réfléchir actuellement sur ce sujet, car je me demande si n'est pas venu le temps, compte tenu des risques de radicalisation auxquels nous sommes confrontés, de passer peut-être d'un système de simple déclaration à un système de contrôle a priori, c'est-à-dire d'autorisation. » Voilà, mais je pense qu'il faut aller plus loin. Moi, je pense que le ministre devrait aussi interdire les journaux, parce qu'il y a des journaux radicaux. Il faut interdire les réunions, parce qu'il y a des réunions fort radicales. Il y a des conversations de café du commerce très radicales. Voilà, donc voilà, mais ce qu'il faut bien voir, c'est que cette liberté est très mal défendue. D'autant plus que la loi de 1959, qui donne des contrats à l'enseignement, aux établissements d'enseignement privé, en fait, a subrepticement réaffirmer le monopole de l'État sur l'éducation. Alors, je ne sais pas comment tout ça va tourner, mais ce qui est intéressant d'observer, c'est que d'abord, en France, l'école n'est pas obligatoire à l'heure actuelle. C'est l'instruction qui est obligatoire. On peut le faire chez soi, etc., etc., ou dans des écoles de son choix. On peut le faire à l'étranger. On a le droit d'envoyer ses enfants en pension à l'étranger. Beaucoup de gens le font, il n'y a pas de problème. Mais la scolarité n'est obligatoire que jusqu'à 16 ans. On ne voit pas pourquoi on empêcherait les gens de faire ce qu'ils veulent après 16 ans. Donc il y a quand même des moyens de défense, mais à condition d'arriver à obtenir ce que le secrétaire général de l'enseignement catholique n'a jamais fait, des vraies garanties de liberté. Après la loi Savary, il aurait fallu le faire. Il aurait fallu l'exiger du gouvernement suivant, qui n'aurait certainement pas voulu le faire. C'était celui de M. Chirac. Donc, en tout cas, il y a un manque de combativité évident et certainement coupable de la part des catholiques en général et surtout de leurs représentants officiels, du haut clergé. Voilà, comme sur d'autres sujets d'ailleurs. Oui, mais alors là, c'est une question un peu délicate, parce que, comme vous savez, l'organisation de l'enseignement catholique, il y a un secrétariat général, et chaque diocèse a une direction diocésaine, qui est dirigée par un directeur diocésain, qui est nommé par l'évêque, qui est son représentant. Qui donc, comme représentant de l'évêque, n'a que les pouvoirs de l'évêque. Vous n'avez pas le droit de déléguer des pouvoirs que vous n'avez pas. Bon. Mais ce directeur diocésain, en fait, rend compte au secrétaire général d'enseignement catholique. Lui, il est nommé par la conférence des évêques de France. C'est-à-dire par personne. Ouais. Entre un évêque et le pape, il n'y a rien. Entre moi et le pape, il n'y a que mon évêque. À la limite, le curé de ma paroisse, c'est tout. Quand on parle de la hiérarchie de l'Église catholique, il n'y a pas de hiérarchie dans l'Église catholique. Il n'y a que 3 échelons. Il y a les fidèles, les évêques et le pape, c'est tout. Donc, on invente une espèce d'église gallicane qui nomme un secrétariat général qui donne des directives qui s'appliquent à tous les évêques. Donc, il devient une sorte de pape, en quelque sorte. D'accord, oui. Vous voyez ? Oui, c'est assez nébuleux. Voilà, et du coup, tout ça est confisqué. Alors, avec l'approbation ou non des évêques, ils ont repris un peu la main. En tout cas, ils peuvent la reprendre. Les nouveaux statuts leur permettent de plus reprendre la main. Mais il y a une très grande ambiguïté, parce qu'en réalité, les évêques n'ont pas de pouvoir sur les écoles. Ce n'est pas à eux de dire comment on apprend la menuiserie, comment on apprend à lire. Ce n'est pas à eux de dire quelle est la bonne méthode pour apprendre les maths. Ce n'est pas à eux de dire s'il faut aller à l'école le matin ou le matin et l'après-midi, s'il faut avoir classe le mercredi. Tout ça n'est pas de leur ressort, c'est la liberté des parents. On est libre de se marier, on est libre en tant que catholique d'être professeur dans l'enseignement laïque. On est libre de mettre ses enfants à l'école laïque. Vous voyez, bon. La seule chose qu'ils peuvent dire, si c'est l'école est catholique ou pas. Or, tout ça a été légué à des directions diocésaines et à un secrétariat général qui sont une vaste entreprise de carriérisme, de flatterie du gouvernement, d'acceptation aveugle de toutes les réformes,
Les mathématiques modernes ont été acceptées bien en tête, la méthode globale et tout ça. Alors dans le privé, heureusement, il y a de la résistance, parce que la base ne suit pas, notamment n'a pas entièrement suivi. Notamment concernant la méthode globale. Mais en haut, ils acceptent tout ça parce qu'ils sont les premiers pour la réforme de Madame Belkacem. Et ils ont été, le jour même où elle a été annoncée, l'Appel et le secrétaire général de l'enseignement catholique l'ont approuvé. Ils ont été les seuls au monde. Rappelez pour nos auditeurs qui ignoreraient le sens de l'expression méthode globale. Voilà, qu'est-ce que cela désigne exactement? Alors la méthode globale, c'est d'apprendre les mots entiers et ensuite de les décomposer en lettres plutôt que d'apprendre comme on a fait depuis vraisemblablement l'invention de l'écriture, c'est-à-dire d'apprendre d'abord les lettres et ensuite à former les mots. Par les syllabes, c'est la méthode syllabique. Voilà, deux méthodes qui s'opposaient. La méthode globale moderne semble produire des résultats désastreux. Oui, tout à fait désastreux. Elle résiste encore, bien qu'elle soit d'un discrédit complet. Mais enfin, ça, il y a beaucoup de choses qui sont dans un discrédit complet et que le gouvernement continue d'appliquer. Il n'y a pas que dans l'enseignement. Mais c'est tragique. J'en viens à me demander s'il n'y a pas une véritable volonté de détruire l'intelligence des jeunes Français, tant les méthodes d'enseignement sont ahurissantes, sont délirantes, et les programmes sont lamentables. On pourrait vraiment croire qu'il y a une volonté de tuer la possibilité de raisonner vraiment, d'exercer son esprit critique chez les jeunes Français. Ils ne savent plus écrire, ils sont cantonnés à des compétences techniques, mais ils ne maîtrisent plus leur langue. Et du coup, vous savez que la langue est le support de la pensée. Donc quand on a une langue appauvrie, une grammaire défectueuse, un vocabulaire extrêmement limité, eh bien forcément la pensée aussi est un petit peu limitée. Nous vivons donc la fin de l'intelligence qui avait été redoutée par Charles Maurras, si je comprends bien, dans un texte admirable. On en est là. On peut le redouter, mais... Ce que ça m'inspire, moi, ce que vous venez de dire, c'est que c'est pas d'aujourd'hui. C'est une vieille lutte. C'est la conclusion du système d'enseignement révolutionnaire qui doit à tout prix déchristianiser les enfants, donc les couper de la foi, les couper de la culture. Je pense aux phases. On peut dire que l'un des premiers, il y avait eu un Rose-Croix qui s'appelait Comenius au XVIIe, mais après c'est Diderot qui veut dresser les enfants, c'est son expression. Rousseau, enseignement non cognitif, qui est l'enseignement d'aujourd'hui. Les syndicats d'aujourd'hui sont rousseauistes. Et puis déchristianiser Ferry, bien entendu. Et aujourd'hui, couper les enfants aussi de la nation, en faire des enfants du monde. Pour tout cela, il faut plus qu'il y ait de liberté, et pas de liberté pour les ennemis de la liberté. Voilà. C'est la vieille devise révolutionnaire, et nous vivons toujours malheureusement l'ère révolutionnaire. Ça va d'ailleurs très mal se terminer. Oui, mais si vous regardez l'histoire de l'enseignement depuis la Révolution, il a été construit à partir de deux écoles qui ont été inventées par la Convention, c'est-à-dire par Robespierre, qui sont Polytechnique pour les maths et l'École normale supérieure pour les lettres. Il y a une normale subscience aussi d'ailleurs. On a organisé un concours et on a s'est servi de ces écoles pour recruter les professeurs, etc., de manière centralisée. Tout le système s'est ensuite organisé comme un énorme entonnoir à l'envers qui mène à ces écoles. Et tous ceux qui n'y aboutissent pas sont en fait considérés comme ayant échoué en cours de route. C'est ainsi. Et ce système de concours auquel les Français sont extrêmement attachés, et lequel je suis extrêmement critique, fait qu'on veut sélectionner les meilleurs. C'est exactement le contraire de l'esprit des universités du Moyen-Âge. C'est un lieu de savoir, l'université. C'est-à-dire que si vous apprenez quelque chose à 1000 personnes et que tous l'apprennent, les 1000 doivent avoir le diplôme. D'accord ? Quand vous avez un système de concours, vous prenez les meilleurs, même s'ils ne savent rien. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est obligé... Ce sont les moins mauvais à ce niveau, voilà, ce sont les moins mauvais. Et je vais vous dire, le niveau de ces écoles, quoi qu'on en dise, baisse. Ceux qui en sortent, ça ne leur rabatte pas du tout leur superbe. Ils sont toujours aussi arrogants. Mais si vous voulez, à l'agrégation, par exemple, on est obligé, tellement les derniers sont mauvais, de ne plus les prendre. Dans l'enseignement, le CAPES, etc., les gens deviennent admissibles dans certaines académies à 4 points. Il faut bien des profs, si vous voulez. Dans les universités. Donc on n'est plus dans une logique de savoir, on est une logique de sélection. Et donc que les gens ne sachent rien n'a pas d'importance. On va quand même les recruter. Comme vous disiez, Thibault, oui, ils savent pas très bien parler, mais ça fait rien. Ils deviennent les obligés du gouvernement qui leur discerne les diplômes. C'est vrai que c'est une machine d'asservissement dans ce sens-là. Mais je pense que le fait qu'on ne sache rien
n'est pas désiré en tant que tel. Je pense que c'est plutôt le fruit de mauvais raisonnements. C'est un peu, si vous voulez, qu'en Union soviétique, quand on a fait la révolution soviétique, on n'a pas organisé la pénurie. On a appliqué une idéologie dont on pensait qu'elle apporterait l'abondance. Oui, mais et ça a été le contraire, on a persisté. Là, c'est le même système. Oui, mais nous persistons depuis des décennies. Et on persiste. Mais on persistera. Je trouve que c'est incompréhensible. C'est la mainmise de l'État. Que, voilà, il y a une chose. Quand on voit qu'aujourd'hui, un élève de terminale a les mêmes connaissances en français qu'un enfant de CM2 d'il y a 60 ans, on peut se poser des questions. Bien sûr. Bien sûr. Et surtout, mais ce qui est très important à savoir concernant la liberté de l'enseignement, moi je pense que les écoles libres mettent en lumière non seulement l'apostasie de l'enseignement privé, catholique, mais le désastre de l'éducation nationale. Et du coup, il est gênant. Mais la liberté ne sera pas rendue de bonne grâce. Bien sûr, des batailles s'annoncent. Il faudra l'apprendre. Or, moi je crois que j'ai vu que l'archevêque de Bordeaux s'en était inquiété. Je pense qu'il faut être très inquiet. Je pense que la bataille pour la liberté de l'enseignement a recommencé, sourdement, et que les institutions officielles de l'enseignement catholique, ils sont mal préparées parce qu'elles sont dans une grande culture de connivence et de soumission qui a été en partie volontaire. Il y a eu des gens qui avaient pour projet d'intégrer finalement, de préparer de l'intérieur l'enseignement catholique à l'intégration. C'était un des buts de la loi de 1959, c'est une loi d'intégration en fait. Et d'autre part, des naïfs qui se sont dit, autrefois, on mettait les filles d'un côté, les garçons de l'autre, c'est plus d'actualité. Autrefois, on en demandait qu'ils soient propres, qu'ils se tiennent bien, c'est plus d'actualité. Tout le monde est un peu crado, etc., etc. Bon, peu importe. Donc, une espèce de paresse, d'aller dans l'air du temps, de manque de réflexion, voilà. Aujourd'hui, du coup, ils sont très, très dépendants des subsides de l'État. Ils ont absolument accepté tous les programmes. Or, l'idéologie est rentrée dans les programmes. Maintenant, si quand vous êtes dans une école catholique, le matin, le programme de 4e, c'est la reproduction humaine. C'est même pas d'ailleurs la reproduction, c'est un terme encore plus... Enfin bref. Donc on vous apprend la contraception, l'avortement, les capotes, etc. Ça passe de main en main, ça c'est le matin et l'après-midi. Si vous Il y a une agrégation pour ça probablement, c'est le docteur Strauss-Kahn qui en est le président du jury. Et l'après-midi, si vous allez par extraordinaire à la pastorale, on vous explique que tout ça, faut pas le faire. Donc le gouvernement peut dire, c'est contraire au programme. C'est ce qui est arrivé quand Brigitte Bardot est allée au collège, il faut dire les noms, La Rochefoucauld à Paris, pour parler contre le divorce, l'avortement, la contraception, tout ce qui s'ensuit. Les professeurs sont allés se plaindre en disant c'est contraire au programme. Vous voyez où on en est. Oui. Et donc maintenant, l'enseignement catholique, du coup, il faut qu'il se rende compte qu'il a vraiment, en réalité, non pas partie liée avec le gouvernement, mais que sa survie dépend de la survie du hors-contrat. Vraisemblablement. Bien sûr. Ça commence par le hors-contrat, qui est une cible plus facile. Voilà, et l'éducation, l'instruction à la maison, bien sûr. Évidemment. Qui va avec. Mais, comme vous le souligniez tout à l'heure, Alain Pascal, il y a des motivations idéologiques et même franchement religieuses. Voilà, derrière tous ces projets, derrière cette guerre qui est menée à l'école libre, parce que la République, il faut le dire franchement, la République française, donc profondément maçonnique, a ce projet de transformer le peuple par l'éducation de ses enfants, et donc elle veut mettre logiquement la main sur tous les enfants. Elle veut qu'aucun petit cerveau ne lui échappe. Et elle veut inculquer les valeurs républicaines, entre guillemets, à tout le monde. Et la gauche que nous avons au pouvoir actuellement est républicaine ultra. On assiste même, si vous vous permettez, à un véritable lavage de cerveau, parce que les parents ne se rendent pas toujours compte des nouvelles méthodes, en fait, pour imprégner les cerveaux des enfants. Je vais donner 2 exemples. Les couleurs, les maternelles. En maternelle, maintenant, en France, toutes les maternelles sont décorées si on peut dire décorées, avec les mêmes couleurs. Avant, il pouvait y avoir une variété, pas du tout. Quelles sont ces couleurs ? Ce sont les couleurs de l'arc-en-ciel. C'est-à-dire, ce sont des couleurs symboliques. L'arc-en-ciel, vous savez que c'était un ancien symbole qui pouvait représenter le passage de la terre vers le ciel, tandis que maintenant, c'est le symbole du métissage et c'est le symbole du mondialisme. Donc, les enfants voient tous les jours, leur cerveau de tout petit à la maternelle est imprégné de couleurs qu'ils verront plus tard dans un drapeau.
Et je vais te donner un autre exemple, c'est quand les socialistes sont arrivés au pouvoir en Espagne, la première chose qu'ils ont fait il y a quelques années, c'est de supprimer les crucifix dans les écoles, pour pas que les enfants continuent à connaître le Christ. Donc ça ne se passe pas qu'en France. Malheureusement, les ordres sont donnés au niveau mondial, mais je pense que nous sommes sûrement un des pays les plus touchés. Alors, vous avez un moyen de propagande. Parce que si vous voulez, malgré tout, les professeurs, ils sont syndiqués, tout ça, puis c'est des Français, donc ils sont pas. Il faut des techniques, il faut s'y prendre habilement pour arriver à leur faire ce qu'on veut. Alors la première chose, c'est comme ils sont tous formés par l'université, de toute façon, à la longue, les programmes les plus débiles finissent par s'imposer parce qu'ils ne savent rien d'autre. Hein. Mais il y a aussi, et c'est tout l'intérêt de la méthode de la réforme actuelle du collège, mais ça vient déjà d'ailleurs, c'est de faire des choses thématiques. Alors, les choses thématiques, ça, c'est une invention de génie, parce que tous les programmes sont devenus thématiques. Alors, le programme de français, c'est... il y a la poésie, le théâtre, le roman et les essais. Les essais, le programme de première, c'est le thème général, la conception de l'homme, de la Renaissance à nos jours. Si vous choisissez bien le thème, et alors dans les bouquins c'est très bien fait, vous prenez des thèmes dans lesquels vous savez qu'il n'y aura pas d'auteur. Sauf ceux que vous voulez mettre. Par exemple, vous allez mettre évidemment l'esclavage. Donc vous allez avoir Diderot, vous allez avoir Voltaire, vous allez avoir Rousseau, mais vous n'aurez pas Joseph de Maistre, ni... vous voyez, le critère de sélection des auteurs, ça n'est pas de savoir s'ils sont les meilleurs, c'est de savoir s'ils collent au thème. Vous voyez ? Bon, donc si vous prenez, par exemple, les poètes contre la guerre, bah, vous n'aurez pas Paul Déroulède, parce qu'il était pour. L'exemple là est un peu naïf, mais c'est fait très habilement, ça marche très bien. C'est un processus d'élimination de tas de sujets qui pourraient exister. Alors, si on faisait quelque chose de thématique, mais que chaque prof pouvait choisir son thème, bien sûr, il n'y aurait pas trop de problèmes. Mais vous voyez ça dans les expositions. Hein. Dans les expositions, maintenant, le grand truc, c'est les expositions thématiques. On ne va pas vous dire, on fait une exposition gréco, etc. On fait le nu masculin dans la peinture. Vous voyez ce que ça peut donner. Hein. Belles expositions. Alors là, il y a du drapeau arc-en-ciel dans l'air aussi. Oui, bon, en tout cas, il est certain qu'il y a un combat à mort entre l'idéologie maçonnico-républicaine, voilà, pour faire simple, et la religion chrétienne, qui dure depuis maintenant quelques centaines d'années et qui connaît différentes phases. Et là, nous sommes entrés à nouveau dans une phase active, une phase offensive, oui, je pense, de la part du système. Et malheureusement, une part, à mon avis, trop importante des catholiques ont oublié qu'il y avait ce combat, se sont peut-être endormis et maintenant se trouvent peut-être un peu dépourvus face à ces nouvelles menaces et d'autant plus qu'ils ont négligé le combat intellectuel, le combat doctrinal et n'ont pas d'arguments à opposer, ou n'ont plus trop d'arguments à opposer à ceux qui sont avancés par le gouvernement. Et je reviens encore une fois sur cette histoire de radicalisation, parce que c'est fondamental, cette tricherie sur le sens des mots de la part des gouvernants. Quand Vallaud Belkacem parle de radicalisation, elle le fait dans un contexte bien précis, celui des attentats qui ont ému toute la France et qui ont effrayé la plupart des Français. Donc elle profite de cet état de traumatisme émotionnel, où les gens sont prêts à suivre un peu tout, sur un mode irrationnel, pour placer son mot de radicalisation. Alors évidemment, tout le monde est d'accord, a priori, puisque chacun songe à l'islamisme. Voilà, quand on parle de radicalisation dans ce contexte, chacun songe aux terroristes qui sont actuellement donc des islamistes. Sauf que elle ne le précise pas évidemment dans sa prose, et ce ne sera pas non plus précisé dans les textes législatifs qui risquent d'arriver. Et ensuite, derrière ce mot de radicalisation, le système pourra mettre tous ceux qui lui déplaisent. À commencer par les catholiques intègres, les catholiques de tradition, à commencer par les nationalistes, etc. Donc tout ce... D'autant plus qu'il y a une grande... Comme vous dites, on oublie le sens des mots, c'est tout à fait vrai. Et il y a un mot notamment dont on a oublié le sens, ou plutôt dont on se sert pour désigner des choses très différentes, c'est le mot religion. L'islam et le catholicisme disent que c'est deux religions. Oui, c'est comme de dire que les patins à roulettes et les avions sont deux véhicules. Ils ont des ressemblances quand même assez lointaines. Même le bouddhisme, si vous mettez bouddhisme, islam, christianisme,
Dire que ce sont 3 religions, oui, parce qu'elles se réfèrent à l'au-delà, à l'existence de Dieu. En ce qui concerne le bouddhisme, c'est un peu incertain. Enfin, mais elles se ressemblent très peu entre elles. Elles sont pas du tout organisées de la même façon. Donc, quand on parle de radicalisation, ce qu'il faudrait dire, c'est qu'effectivement, le type qui se fait sauter sur un marché avec une bombe, c'est un islamiste radical. Bon, mais c'est pas un chrétien radical, c'est un chrétien apostat. Le radical, c'est Saint François d'Assise. Voilà, mais là on atteint le comble de l'ignominie. C'est Don Bosco, le radical. Mais non, mais quand ces gens-là mettent sur un pied d'égalité les extrémistes religieux, etc., dans leur ensemble, les intégristes, on atteint le comble de l'ignominie. Exactement. Quel rapport entre un islamiste qui massacre les civils innocents et un catholique complet qui lui va les défendre, par exemple, le vocabulaire actuel est quasiment dénué de sens, c'est-à-dire qu'on fait dire n'importe quoi au même mot. Voilà. Le mot religion, il devrait être réservé à un rapport avec Dieu. Les religions qui peuvent être en rapport avec Dieu. La vraie c'est religion, pas au sens. Il y a un autre mot qui est complètement dévalué. Par exemple, c'est mystique. Le mystique, le chaman préhistorique est un mystique. Tout le monde est un mystique. Non, le mystique, c'est celui qui est en rapport avec Dieu, qui est un être. On peut pas être en rapport avec un être qui n'existe pas. Je ne veux pas rentrer dans ce sujet-là, mais tous les mots, le mot liberté lui-même ne veut plus rien représenter, ne veut plus rien dire. Exactement. Pardon. D'autant plus que si vous voulez, si on dit les régimes politiques, on voit bien qu'ils sont très antagonistes entre eux. Donc si, en tant que gouvernement ou système politique, vous mettez face à vous les religions, vous avez des choses très très disparates. Donc, quand on parle de radicalisation, alors ça ne, voilà, comme dit Thibault, ça ne veut plus rien dire. Voilà, mais j'attire l'attention des auditeurs là-dessus parce qu'il y a trop de gens à droite ou dans nos milieux qui tombent un peu dans ces pièges sémantiques qui sont vraiment créés par les gouvernants. Quand ils introduisent un nouveau terme comme ça, c'est forcément qu'ils ont une idée derrière la tête et qu'il faut faire attention. Faut être prudent, quelquefois, vous savez, il y a des idées derrière les têtes, mais je pense pas qu'elles soient toujours derrière les têtes des hommes politiques. Ça dépend lesquels. Il y a deux niveaux. Souvent, ils répètent ce que leur disent leurs conseillers parce que ils ont peur qu'on dise du mal d'eux dans Libération. Ça joue aussi, en effet. Mais c'est comme pour les questions sécuritaires, la petite digression, mais c'est exactement la même chose. Quand à la faveur d'événements traumatisants, les politiciens de gauche ou de droite réclament plus de sécurité, entre guillemets. Je pense notamment aux affaires des fichiers S. Vous savez qu'il y a une fiche, ce qu'on appelle une fiche S, pour de la part que les services de renseignement accolent à certaines personnes, donc qui sont soupçonnées de potentiellement se livrer à des activités séditieuses ou dangereuses, etc. C'est la même chose. Il y a quelques mois, on a parlé donc de ces fameuses fiches S, et à l'époque, tout le monde pensait uniquement aux islamistes. En tout cas, pas les gouvernants, à mon avis. Ils pensaient justement à tout le monde et à tous leurs ennemis potentiels, les mauvais comme les bons. Les bons, c'est-à-dire nous. Mais tous les gens de droite avides de sécurité ont foncé dans le panneau et ont réclamé d'eux-mêmes des mesures plus fermes contre les personnes qui sont fichées S, voire carrément de les interner d'office dans des camps. Voilà. Et plusieurs personnes, des figures de la droite nationale, pour lesquelles j'ai par ailleurs beaucoup d'estime, ont aussi tenu ces discours. Internons les fichiers S, voilà, par prudence pour éviter d'autres attentats islamistes. Sauf que c'est comme cette histoire de radicalisation. Les fichiers S, aujourd'hui, on considère que ce sont les islamistes, mais alors déjà c'est faux. Mais demain, tous les opposants réels au système pourront avoir leurs fiches S et pourront se retrouver dans les camps d'internement qu'ils auront eux-mêmes réclamés pour les fichiers S. Valls disait il y a pas longtemps, il y a quelques mois, là, quand on parlait encore de ça, il a avoué lors d'un entretien qu'il y avait en France environ 20 000 fiches S. Voilà. Et il a précisé sur ces 20 000 fiches S, et il y en a 10 500 pour les islamistes. Voilà, donc la moitié. Oui, donc, je vous laisse imaginer les 10 000 autres, les 9 500 autres. Pour qui sont-elles ? Il y en aura pour la gauche, l'ultra-gauche, et bien il y en aura surtout pour la droite radicale, la droite de conviction. Voilà, les véritables opposants. Il y a eu la Cour de sûreté de l'État. On peut recréer la Cour de sûreté de l'État qui était hors du droit. C'est-à-dire qu'à l'époque, c'était un contexte tout à fait différent, mais nous n'étions plus dans un état de droit. Donc nous risquons je ne sais pas si nous sommes aujourd'hui dans un état de droit, je n'y crois pas beaucoup, mais nous risquons d'en sortir complètement. Bon, en tout cas, il y a une large part d'arbitraire. Mais nous sommes dans un état de droit parce que nos libertés sont garanties par une constitution. Mais la constitution, comme vous le savez, elle est écrite avec des mots. Or, le gouvernement peut changer le sens des mots. Bien.
La veille du vote de la loi de Madame Taubira, le mot mariage avait un certain sens. Le lendemain, tous les dictionnaires l'ont changé parce que la loi a changé. Bon. Et l'Académie Alors, n'a c'est pas le fait mot son mariage. travail. Mais demain, on dira, mais non, mais liberté, comprenez ? Et même liberté d'enseignement, et toutes les libertés, vie privée, tout ça, ça ne veut plus dire ce que ça voulait dire avant. Donc si on a le pouvoir de changer le sens des mots, qu'est-ce qui va défendre nos libertés, sinon des mots qui ne veulent plus rien dire hein ? On est vraiment dans une entreprise totalitaire. Voilà, mais en tout cas, j'en appelle à la vigilance, et en particulier les auditeurs de Radio Courtoisie, sur laquelle vous êtes, si vous venez de prendre l'émission en cours de route. J'attire la vigilance des auditeurs sur ces questions, d'éviter de foncer dans ce genre de panneau. Un peu du temps, c'est que actuellement, avec la réforme de Madame Belkacem, le secrétaire général de l'enseignement catholique espérait s'en tirer, l'approuver, mais s'en tirer en ne faisant pas les EPI, les ateliers pluridisciplinaires, je ne sais pas comment ça s'appelle. Bien. C'est-à-dire qu'en mettant dedans de l'allemand, du latin, du grec, tranquillement. Le ministère dit niet. Hein, en russe. Il y a peut-être du russe un peu. Et il leur dit, faites des classes hors contrat. C'est ce qu'ils font, hein, l'école normale catholique, c'est ce qu'ils font. Si vous voulez faire du latin, vous payez 650 € de plus par an et vous avez du latin hors contrat. Or, qu'est-ce qui se passera si le gouvernement doit donner une autorisation pour ces classes et qu'il ne le fait pas ? Pour dire, vous trichez avec la réforme. Vous vous êtes engagé à suivre les programmes et en fait, vous trichez. Hein ? Donc, tout le monde est concerné. Oui, tout à fait. Alors, je voudrais élargir un petit peu le débat sur l'école privée au rapport entre l'école et l'État. Voilà, c'est une question assez difficile, mais vraiment fondamentale, comme on vient de le voir. Il y a, pour faire simple, pour schématiser, deux tendances au sein de la droite de conviction. Il y a une tendance, je dirais, plus courante chez les catholiques, à considérer que l'éducation, je pèse le mot, c'est éducation et non pas instruction, l'éducation revient de droit aux parents, donc aux familles, exclusivement, et qu'elles peuvent, si elles le désirent, déléguer une part de cette éducation à l'État. Mais chaque famille, y compris les non-catholiques évidemment, du coup, doit pouvoir faire ce qu'elle veut. Et il y a une autre tendance, je dirais davantage en vogue pour les partisans de droite autoritaire, qui est de considérer que l'État doit prendre en charge, doit prendre en main même l'éducation générale, y compris en prenant le pas sur les parents et sur les familles, pour prodiguer une bonne éducation et inculquer de bonnes valeurs aux enfants, de saines valeurs, pour pouvoir ainsi rétablir la société. Voilà. Donc on aurait un État qui empiéterait sur ce que d'autres considéraient comme les droits naturels des parents, mais avec une bonne fin, voilà, qui est de rétablir la société sur des valeurs saines. On a un peu ces deux tendances contradictoires, je schématise. C'est de ça dont je voudrais vous parler un petit peu. Et pour cela, j'ai l'honneur et le plaisir donc d'accueillir sur ces ondes Pascal Jacob. Pascal Jacob, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous, donc par téléphone. Vous êtes professeur de philosophie et auteur d'un livre intitulé donc L'école, une affaire d'État, édité en 2008 chez Edifa. Alors, je vais rentrer directement dans le vif du débat et je voulais vous demander si, donc selon vous, sur le plan des idées philosophiques, puisque votre livre est un livre, une approche philosophique, sur le plan des idées philosophiques, où les nouvelles menaces contre l'école libre, contre les écoles hors contrat, prennent-elles leur source ? Alors, comme vous l'avez souligné un petit peu tout au long de l'émission, j'en profite pour saluer vos intervenants, ces sources sont très lointaines. Ce ne sont pas tellement de nouvelles attaques, ce sont des attaques permanentes qui existent au fond effectivement depuis la Révolution française. Si on voulait distinguer un certain nombre de sources, disons, j'en donnerais 3. La première, c'est d'abord le marxisme, c'est pour lequel l'individu n'est que par la grâce de l'État. L'individu n'est humain que par la grâce de l'État. Et par conséquent, l'école doit être une institution nationale qui fait de chaque individu, un être humain à part entière, ce qui ne serait pas si l'État ne le prenait pas, ne l'arrachait pas à sa famille, de telle sorte que c'est ici vraiment la première source fondamentale philosophique.
La deuxième source très fondamentale, c'est le positivisme d'Auguste Comte, pour qui l'ordre civil, l'ordre social et civil absorbe au fond le religieux, le remplace, assume tout cet aspect du religieux et du spirituel, et par conséquent, là aussi, doit se substituer à toute autre autorité, à tout autre ordre social, y compris évidemment la famille. Et puis la troisième grande source de ces attaques, c'est quelque chose qu'on voit évidemment beaucoup aujourd'hui, c'est l'égalitarisme, c'est-à-dire l'idée que pour abolir les inégalités, qui sont toujours fondées sur des différences, eh bien il faut effacer les différences. Et en effaçant les différences, on met devant l'individu une réalité totalement indifférenciée, devant lesquelles, par conséquent, ses possibilités de choix seront infinies. Et donc, l'école hors contrat, étant une école différente, attentive aux différences, doit être enlevée, à supprimer, parce que, précisément, il s'agit d'abolir toutes les différences. Oui, très bien. En effet, ça semble évident. Dans votre livre, vous parlez beaucoup de volontarisme politique. Est-ce que vous pourriez le définir pour nos auditeurs, les auditeurs de Radio Courtoisie, et nous dire pourquoi ce volontarisme politique penche-t-il toujours à gauche ? Oui, c'est vrai, c'est une remarque assez juste. Le volontarisme, d'une manière générale, c'est l'idée selon laquelle il n'y a pas un bien et un mal qui précéderait ma volonté, un bien et un mal que reconnaîtrait mon intelligence et auquel ensuite s'ordonnerait ma volonté. Il y a d'abord ma volonté et c'est le choix de ma volonté qui définit ce qui est bien et ce qui est mal. Par exemple, je suis devant deux chemins, un à droite, un à gauche. Il n'y a pas un qui est bien, un qui est mauvais, mais je décide de prendre le chemin de droite, par exemple, et donc il devient le bon chemin pour moi. Et si quelqu'un décidait de prendre le chemin de gauche, ça deviendrait le bon chemin pour lui, mais pour le volontariste, il n'y a pas un bien et un mal donc qui précèdent le choix de sa volonté. Oui, donc nous sommes tout à fait connectés là au subjectivisme, qui est le grand mal de l'époque moderne. Voilà, on est dans un subjectivisme complet, si ce n'est que cette idée volontariste, elle a une origine théologique, notamment chez Guillaume d'Occam et chez Duns Scott, qui considèrent que lorsque Dieu nous dit que quelque chose est bon ou que quelque chose est mauvais, eh bien, Duns Scott ou d'Occam disent que c'est parce que Dieu l'a permis que c'est bon et c'est parce que Dieu l'a interdit que c'est mauvais. Vous voyez, donc c'est une origine finalement théologique, mais que c'est réapproprié au fond l'État laïque, la République laïque, en disant, au fond, c'est ce que dit le peuple qui est bon, c'est ce que veut le peuple qui est bon, et ce que ne veut pas le peuple qui est mauvais. Et c'est vrai que, au fond, ce volontarisme, eh bien, dit au fond, la volonté souveraine, c'est celle du peuple, celle de l'individu, devant lequel tout doit être égalisé, indifférencié. Et par conséquent, l'État, par sa volonté, doit garantir à la volonté de chaque individu une autonomie parfaite. Et cette autonomie parfaite n'est réalisée que si toutes les choses sont indifférenciées pour que l'État puisse réaliser concrètement l'égalité entre tous les individus. L'égalité de liberté, l'égalité de choix. Au fond, cette idée, c'est vrai que vous avez raison, elle se retrouve beaucoup à gauche, un petit peu aussi à droite, dans les milieux de droite, mais elle se retrouve beaucoup à gauche parce que pour quelqu'un de gauche, si vous voulez, l'État ne doit pas seulement garantir l'égalité et la liberté, mais il doit réaliser concrètement l'égalité entre tous les hommes, la réaliser de manière concrète, c'est-à-dire que pour quelqu'un de droite, disons, on a tous une certaine liberté, une certaine égalité de droit, et si vous avez un métier qui vous permet de gagner mieux votre vie, tant mieux pour vous. Pour quelqu'un de gauche, si vous gagnez mieux votre vie, l'État a la fonction de vous prélever finalement une partie de votre revenu pour réaliser concrètement une égalité avec ceux qui gagnent moins leur vie. Oui, tout à fait. Voilà, donc on est vraiment dans quelque chose effectivement plus à gauche là. Oui. Mais qui n'épargne pas non plus la droite. C'est la logique de gauche. Non, mais de toute façon, la droite officielle est à la remorque de la gauche. Voilà. Oui, un petit peu. Enfin, pour finir, je voulais vous demander, donc selon vous, dans quelle mesure l'État est-il en droit non seulement d'instruire, c'est-à-dire donc de transmettre des connaissances techniques,
historiques ou autres, mais aussi d'éduquer les enfants, c'est-à-dire de leur transmettre des valeurs, une vision du monde. Il y a à peu près 3 acteurs qui revendiquent des droits quant à l'éducation. Je parle bien d'éducation et non pas simplement d'instruction. Il y a donc la famille, bien sûr, l'Église aussi, et l'État, enfin. Voilà. Et la frontière n'est pas toujours évidente à définir, et ça a été souvent l'enjeu de conflits, donc comme aujourd'hui justement. Alors selon vous, dans quelle mesure l'État est-il en droit d'éduquer les enfants ? Oui, alors en effet, c'est une question qui renvoie à deux choses à mon avis, qui sont d'abord la subsidiarité et l'autorité. La subsidiarité, c'est-à-dire au fond, l'État intervient subsidiairement, c'est-à-dire de manière subsidiaire, pour aider les parents à remplir un devoir qui est le leur, une responsabilité qui est la leur, mais qu'ils n'ont pas les moyens de remplir. Autrement dit, les parents, les familles se donnent une autorité politique. Déjà, c'est intéressant parce qu'il faut bien voir que ce n'est pas l'autorité politique qui, par condescendance, autorise les parents à éduquer, voire à instruire leurs enfants. C'est les familles, la réalité part d'en bas. C'est-à-dire que ce sont les familles qui, ne pouvant pas remplir cette responsabilité, se donnent en réalité une autorité politique. Donc l'autorité politique, c'est ce dont les familles ont besoin pour se donner cette capacité de donner à leurs enfants éducation et instruction. Mais éducation et instruction, qui n'est pas évident de distinguer, de séparer en disant il y aurait une instruction qui consisterait à apprendre des tables de multiplication et puis une éducation qui consisterait à apprendre des valeurs, parce qu'en réalité, tout est lié et il faut à la fois instruire pour éduquer et éduquer pour instruire de toute façon. Et puis même la façon de présenter l'histoire, par exemple, on relève aussi d'une vision du monde. Voilà, d'une vision du monde. Mais alors ici, on est dans une vision du monde qui vient de ce que l'école a un petit peu de mal à se recentrer sur sa véritable mission. Quand on regarde par exemple la loi sur l'école, on s'aperçoit que finalement la loi, le code de l'éducation, si on prend par exemple l'article 111, L111.2 du code de l'éducation, il dit ceci: tout enfant a droit à une formation scolaire qui, complétant l'action de sa famille, concourt à son éducation. Bon, pourquoi pas. Et il continue en disant: la formation scolaire favorise l'épanouissement de l'enfant, lui permet d'acquérir une culture, le prépare à la vie professionnelle et à l'exercice de ses responsabilités d'homme et de citoyen. Autrement dit, l'école ne sait pas si elle est là pour épanouir l'enfant ou pour lui donner une culture ou pour le préparer à la vie professionnelle ou pour en faire un bon citoyen. En réalité, elle devrait voir que le but principal, c'est quand même la culture, de manière à en faire un homme libre et non pas simplement un citoyen ou un consommateur. Et là, il y a ce petit texte de Peggy que j'ai cité dans le livre, effectivement, que vous avez cité et qui me semble intéressant. Peggy dit ceci: il ne faut pas que l'instituteur soit dans la commune le représentant du gouvernement, il convient qu'il y soit aussi le représentant de l'humanité. Et ça, c'est ça qu'on a perdu de vue aujourd'hui fondamentalement. L'idée que le gouvernement a des valeurs, on est dans un gouvernement républicain, bon, très bien, mais finalement l'école n'a pas à être républicaine, l'école a à transmettre des valeurs qui ne sont pas républicaines, qui sont des valeurs humanistes, de spiritualité, de moralité, de patriotisme, à l'autre, voilà, de patriotisme, etc., mais qui ne sont pas des valeurs spécifiquement républicaines. On pourrait voir ces valeurs dans un autre régime politique. On peut ne rien avoir contre la République, mais ce sont des valeurs simplement humaines et humanistes. Et c'est ça que le gouvernement a du mal à saisir. Et effectivement, les parents, surtout quand ils sont croyants, bien sûr, ont aussi besoin de l'Église qui va aider à transmettre des valeurs, on va dire, d'humanisme intégral ou des valeurs religieuses. Mais c'est précisément ce point de la finalité de l'État, de l'école qui nous a échappé ici. Très bien. Eh bien, écoutez, merci beaucoup Pascal Jacob pour ces éclaircissements. D'accord. Merci beaucoup et à une prochaine fois. Bonne fin d'émission et mes amitiés à tout le monde. Merci, bonne soirée. Je voudrais juste faire une remarque. Allez-y, Alain Pascal. Oui, Pascal Jacob a parlé d'Occam. Oui. Occam, il faut quand même dire aux gens, ils le savent probablement, mais c'est celui qui met fin au thomisme. C'est celui qui détruit la scolastique rationaliste. Ouais. Donc tout est lié. C'est vraiment une très ancienne histoire. C'est le début de la fin. Oui, tout à fait. Je vais passer la parole quelques instants à Elisabeth, qui va nous rappeler quelques précisions techniques.
Oui, vous êtes à l'écoute du Libre Journal de la France profonde, dirigé par Thibaut de Chassey, sur Radio Courtoisie, bien sûr. Cette émission est diffusée donc en direct en ce moment, mardi 12 juillet, de 21h30 à 23h, et en différé le vendredi 15 juillet, là aussi, de 21h30 à 23h. Les invités du jour sont Pierre Delobier, enseignant et auteur de l'école privée de Liberté, et Pascal Jacob, que nous venons d'entendre, professeur de philosophie, auteur de l'école Une affaire d'État, pour parler des nouvelles menaces contre l'école libre. En seconde partie, nous écouterons Alain Pascal, écrivain, pour évoquer son livre « L'après-cabale », paru aux éditions des Cimes. Vous pouvez nous faire part de vos messages par téléphone au 01 46 51 00 85, par télécopie au 01 46 51 21 82 ou enfin par courrier électronique à l'adresse courtoisie@radiocourtoisie.fr. Merci. Oui, Peut-être peut-on évoquer justement une question posée par un auditeur. Si l'école libre hors contrat est touchée par cette réforme que nous évoquions, proposée par le ministre de l'Éducation nationale, pensez-vous que Marine Le Pen, si elle était au pouvoir, reviendrait sur cette réforme, étant donné qu'elle a une vision très laïque de l'école? En ce qui me concerne, la réponse est très nette. Non. Elle prendra la réforme elle-même si elle arrive au pouvoir. Hein. Mais je ne dis pas ça spécialement contre elle. Dès lors que les citoyens ont abandonné un quelconque pouvoir aux hommes politiques, ils ne le retrouveront que par la force. Hein. Il ne leur sera pas rendu de bonne grâce. Hein. Les impôts ont augmenté, ils ne baisseront que si les hommes politiques, quels qu'ils soient, sont forcés de le faire. Et le système français est encore plus puissant pour protéger ça. En Angleterre ou aux États-Unis, on a pu avoir des révolutions fiscales qu'on aura du mal à avoir en France. Parce que de toute façon, les hommes politiques sont tous fonctionnaires, donc ils ne vont pas scier la branche sur laquelle ils sont assis. Marine Le Pen, quand elle arrivera, elle dira bon, il n'y a plus d'école hors contrat, on a bien ligoté l'enseignement public, je vais mettre ma propagande à la place de l'ancienne propagande. Hein. Et bien moi, ça ne me convient pas du tout. Je ne veux pas de propagande du tout, pour être clair. D'accord. Même de droite. Bon. Même de droite. Ah, d'accord. Alors, donc vous êtes dans la première tendance que j'évoquais tout à l'heure, dans les deux tendances antagonistes. Pierre Delobier. Oui, moi je pense que ce n'est. Et quand M. Jacob, c'était une intervention très intéressante, dont il ressort une différence, c'est que l'Église a une mission d'enseignement de la foi. Eh bien, vous pouvez enseigner la foi à vos enfants comme bon vous semble. Mais l'évêque, c'est-à-dire le représentant le plus proche de vous de l'Église, enfin votre curé, mais il peut dire votre enseignement fait que je ne peux pas, notamment, puisque c'est quelque chose que l'évêque doit faire lui-même, confirmer vos enfants. Vous leur avez appris une foi qui n'est pas celle de l'Église catholique. Si c'est la foi de l'Église catholique, vous leur apprenez au patronage, à l'école, au catéchisme paroissial, chez vous. Vous faites ce que vous voulez. On est dans une vraie subsidiarité, on en a une vraie liberté qui rend libre, et non pas une liberté qui asservit. Mais moi, si c'est pour qu'on remplace une politique, une propagande de gauche par une propagande de droite, ça ne me va pas du tout, parce que d'abord il y a plusieurs droites, et donc je ne suis pas totalement sûr de tomber sur la bonne. Si par hasard je votais, bien sûr. Oui. Mais bon, il y a quand même une vérité, il y a quand même des vérités, y compris en politique. Alors, sur ce thème, donc pour fournir un peu une référence d'autorité, il y a une encyclique qui a été publiée par le pape Pie XI en décembre 1929, intitulée Divini Ilius Magistri, qui évoque principalement donc ces rapports entre État et école, et donc qui rappelle que la famille a un droit naturel, une priorité sur l'éducation des enfants, qui rappelle aussi que l'Église a un droit surnaturel sur l'éducation des enfants, donc dans un autre domaine, mais que l'État a aussi un rôle à jouer en matière d'éducation, proprement dite, qui est légitime aussi, et qui se veut non seulement un complément de ce que ne pourrait pas apporter la famille, qui par définition est une société imparfaite, mais qui aurait aussi le droit de reprendre l'éducation en cas de défaillance grave des parents. Voilà. De l'éducation des parents.
Qu'est-ce qu'il dit exactement sur ces droits? Je retrouve une citation. À ce droit, je cite donc Pie XI dans cette encyclique, à ce droit primordial de l'Église et de la famille en matière d'éducation, comme il ne peut provenir que de grands avantages pour la société de la mission éducatrice de l'Église et de la famille, ainsi il n'en peut résulter aucune atteinte au droit authentique et personnel de l'État sous ce rapport de l'éducation des citoyens selon l'ordre établi par Dieu. Ces droits sont communiqués à la société civile, dont l'État est l'autorité, je précise. Ces droits sont communiqués à la société civile par l'auteur même de la nature, non pas au titre de paternité comme à l'Église et à la famille, mais en vertu de l'autorité sans laquelle elle ne peut promouvoir le bien commun temporel qui est justement sa fin propre. En conséquence, l'éducation ne peut appartenir à la société civile de la même manière qu'à l'Église et à la famille, mais elle lui appartient dans un mode différent en rapport avec sa fin propre. Voilà, donc l'État a aussi un droit, en tout cas d'après cette encyclique. Voilà, mais là, je pense qu'on est un peu aussi sur des notions qui... Sa fin propre qui est le bien commun. Voilà. Et évidemment, l'éducation et l'instruction sont des choses qui sont évidemment proches, un peu mêlées, etc. Mais quand vous lisez le catéchisme de l'Église catholique, il est absolument clair. D'abord, non, les parents, en se mariant religieusement, si vous voulez, le droit de l'éducation appartient à l'Église. Mais en fait, il est donné par le fait même du mariage aux parents. C'est eux l'Église. C'est un pouvoir ecclésial, ça n'est pas un pouvoir clérical. Si vous voulez que vos enfants soient habillés en bleu marine avec une reste sur le côté, ça dépend de vous. C'est pas votre curé qui peut dire « je vous donne pas la communion parce que vous êtes en short ». Bon, à la limite, ce serait un cas où on pourrait faire une petite règle d'ordre public. Mais vous dites non, vous n'avez pas le droit de s'habiller en vert pour faire sa première communion. Ou si vos enfants ont les cheveux trop longs, ils ne seront pas des bons catholiques. Tout ça est absurde. Mais ce qui relie toujours... c'est que c'est pas une administration, c'est une communion. C'est-à-dire que quand on parle, tout à l'heure on parlait de radicalisation, une école hors contrat catholique ne peut pas se radicaliser parce que si elle se radicalise, c'était qu'elle se coupe de l'Église, elle n'est plus catholique. Donc ça n'a pas de sens. Il n'y a que l'évêque qui a le droit de confirmer les enfants. Donc voilà, mais là vous parlez de l'aspect religieux. De l'aspect religieux, oui, mais qui est quand même, c'est bien sur le, vous voyez, on est dans l'ambiguïté parce qu'on dit c'est bien sur des questions religieuses qu'on craint une radicalisation. Or, en fait, le radicalisme dans l'Église catholique, il est quand même compensé par la communion, c'est-à-dire qu'il y a un moment où l'évêque doit dire, non, vous avez donné une instruction religieuse qui fait que vos enfants peuvent pas être confirmés. Ça ferait des ordres dans les écoles catholiques hors contrat si ça se produisait. Donc elles sont obligées de rester dans la communion et donc de ne pas se radicaliser au sens de ne pas devenir des sectes. C'est l'antidote de devenir à une secte. Et c'est là aussi que l'État a un droit de regard. J'en reviens sur l'encyclique, une petite citation encore de cette encyclique de Pie XI. Pareillement, c'est le devoir de l'État de protéger le droit de l'enfant dans le cas où il y aurait déficience physique ou morale chez les parents, par défaut, par incapacité ou par indignité. Voilà. Donc, est-ce que cela inclut les parents de gauche ? Voilà, on est dans la subsidiarité. C'est vrai que si les deux parents sont tous les deux en prison, faut bien que quelqu'un s'occupe des enfants. Et, déficience morale aussi. Oui, déficience je voulais morale, donner une solution très simple politiquement, ce serait que le catholicisme redevienne la religion d'État. Comme ça, l'État, au lieu de lutter contre le catholicisme, l'imposerait. Ce serait vraiment un pays merveilleux. On serait libre. L'enseignement serait libre, comme dans les universités du XIIIe siècle, où on pourrait l'imposer socialement, mais les hérésies. Les professeurs, d'ailleurs, à l'époque, n'étaient pas payés par l'État. C'est à la Renaissance qu'on a vu ça. À l'époque, les professeurs étaient payés par les étudiants. Donc, s'ils étaient intéressants, ils avaient beaucoup d'étudiants, et s'ils étaient nuls, ils n'en avaient pas. Aujourd'hui, c'est le contraire. Les étudiants sont obligés de subir des professeurs qui n'ont aucun intérêt. Enfin, je précise que l'État pourrait imposer le catholicisme socialement, etc., mais pas aux individus, puisqu'on n'impose pas la religion. On ne peut pas imposer la religion, y compris la bonne, aux gens. On ne l'impose pas, on la propose. Et... attendez, je voulais citer... Oui, mais c'est tout le problème, c'est l'apostasie de la France. Peut-être que nos malheurs viennent tous de là. Oui. Donc il faut aussi poser le problème tel qu'il est, en dépassant le problème simplement politique. Tout est plus compliqué aujourd'hui parce que les catholiques, les véritables catholiques pratiquants représentent quelques pourcents de la population. Voilà. Et l'Église a des droits sur les baptisés. Mais donc y compris éducatif, mais sur les non baptisés c'est autre chose. Enfin bon, nous allons devoir pour aller en finir. Pour aller sur un bûcher, il faut être baptisé. Voilà. Vous savez ça?
Enfin, n'ayez pas peur, chers On ne peut auditeurs, pas qui condamner n'êtes pour pas ré- encore baptisés. Un non baptisé ne peut pas être condamné pour Aujourd'hui, hérésie. c'est plutôt rare. Oui, bah, bien sûr, bien sûr. Bon, en tout cas, pour terminer sur ce thème, et puis je vous laisserai éventuellement la parole pour une brève conclusion, il faut bien considérer que ce combat contre l'école libre est un combat global. Et beaucoup de catholiques, notamment de tradition, concentrent leurs efforts uniquement sur l'éducation des enfants, sur la bonne santé morale, etc. des familles, ce qui est évidemment très important et nécessaire, et mettent tous leurs espoirs dans l'éducation hors contrat pour, à terme, relever la société. Et c'est une erreur de perspective, puisque, qu'on appelle d'ailleurs en sciences politiques l'erreur du spontanéisme. C'est par le haut qu'on redresse les choses, c'est le haut qui façonne le bas. Ce n'est pas le bas qui façonne le haut, c'est l'autorité qui façonne les subordonnés et non pas l'inverse. Et l'autorité dans la société civile, c'est l'État. Donc c'est la reprise, le rétablissement d'un État digne de ce nom qui permettra de remettre la société en ordre et non pas la multiplication des écoles hors contrat, qui est une chose extrêmement nécessaire, évidemment, je le précise, mais qui est aussi sous la menace permanente d'une interdiction pure et simple par l'État, voilà, par l'État républicain. Donc aujourd'hui, nous sommes relativement contents parce qu'il y a tout un maillage, un tissu d'écoles hors contrat, coûteuses malheureusement évidemment, puisque il y a un manque d'égalité dans ce domaine-là par rapport à l'école publique, que tout le monde finance, mais bon, c'est une autre question. Mais cette situation qu'on pourrait trouver acceptable à la limite pour éduquer correctement ses enfants ne tient qu'à un fil. Et l'État peut couper ce fil à tout moment. Donc il faut mener parallèlement un combat politique. Voilà ce que je voulais préciser. Est-ce que vous avez un dernier mot à ajouter sur ce thème ? Moi, je peux en parler pendant des heures. Alors ne prenez pas de risque. Alors non, je ne prends pas de risque. Nous en parlerons encore une prochaine fois. Je fais un blog sur le sujet, donc vous savez. Oui. Nous en reparlerons une prochaine fois parce que c'est un sujet très important et très vaste. C'est le cœur du sujet. Mais donc il nous faut passer à la deuxième partie et puis ensuite nous aurons votre chronique, Pierre Delaubier, qui aura pour thème ce soir. Dites-nous. Les chrétiens pendant la Grande Guerre. Très bien. Alors ne tardons pas, sinon elle risque de passer, de passer à la trappe. Deuxième partie, le livre d'Alain Pascal, intitulé L'après-Kabbale, et sous-titré, le sous-titre est peut-être plus explicite, Les ésotérismes contre la tradition chrétienne. Voilà. Donc dans ce livre, édité aux éditions des Cimes, un livre consistant de 300 pages et quelques, vous cherchez, Alain Pascal, à établir une continuité entre des doctrines anciennes, combattues par l'Église, les doctrines dites gnostiques en l'occurrence, et les idéologies modernes, qui sont inspirées, donc pour vous, par la franc-maçonnerie. Oui, dire un mot sur l'origine, sur la gnose, déjà la définir. Voilà. Faut la redéfinir. Il y a beaucoup de mots à définir, d'ailleurs. Oui, mais la connaissance supérieure réservée aux initiés. Ça, c'est la gnose. Et ça, c'est la gnose. Et puisque vous parlez de la franc-maçonnerie, on sait qu'il y a des obédiences tout à fait diverses qui se combattent, mais elles sont réunies par une religion qui s'appelle la gnose. Et donc, si vous voulez, je me suis penché sur la gnose car je voulais remonter à l'origine de la religion maçonnique actuelle. Donc, il y a pas de doute. Et j'ai trouvé que dans les premiers siècles, dès le début de la gnose, des éléments que l'on voit encore aujourd'hui tous les jours. On parlait de l'école, donc je vais un petit peu le relier, mais vous avez le père du gnosticisme, donc ce sont en fait un ensemble de doctrines qui vont s'opposer à l'enseignement de l'Église dès les premiers siècles, dès le temps des apôtres. Ouais. Mais là, le fondateur, c'est Simon le magicien. Et magicien, donc aujourd'hui, les enfants sont initiés à la magie. On leur fait participer à des fêtes magiques. Halloween a fait partie, n'est-ce pas, de cette volonté de détourner les enfants de la Toussaint, puisque finalement c'était pour les emmener vers une autre religion. Je parlais tout à l'heure de maternelle, d'actes. On fait commettre, par exemple, aux enfants des actes de compromission, c'est-à-dire que on les emmène planter un arbre. Ça a l'air tout à fait innocent, mais en fait, à ce moment-là, on passe d'une religion surnaturelle à la religion de la nature.
Donc la gnose étant l'opposé de la religion qui défend le surnaturel, qui participe à la surnature. La nature et la grâce, c'est toujours la même opposition. Donc Simon le magicien, à Rome, avait été... Vous savez qu'on le connaît par les actes des apôtres. Il voulait acheter le pouvoir faire des miracles, et les apôtres, et je vais préciser Saint Pierre et Saint Jean, ensemble, le refusent, parce que les apôtres ne pactisent pas avec un mage. Il y a d'ailleurs un acte qui n'est pas un acte historique, mais qui est très symbolique, c'est la naissance du Christ, la naissance de Jésus, l'enfant Jésus. Les rois mages viennent se prosterner. Ouais. Ils suivent l'étoile, ils suivent la lumière dans la nuit, évidemment, il y a toute une symbolique, et ils viennent se prosterner devant le Fils de Dieu. Ça veut dire que les mages doivent se prosterner. Le Christ est supérieur, c'est une religion supérieure. Les anciens adeptes de la magie n'ont jamais accepté. Et pendant tous les siècles, on va retrouver des mages, des mages alchimistes, des mages philosophes, et des mages aujourd'hui dans les loges. Pour ces rois mages, est-ce qu'on utilise vraiment je ne sais plus le terme de mage dans la Bible? C'était des savants en tout cas. C'est la même chose, c'est toute la science antique qui vient se prosterner devant la révélation de la vérité. Oui, donc, tout à fait. Voilà, c'est roi qui n'est pas dans la Bible. Ah, c'est roi. Bon, tant pour moi. Oui. Alors, rappelez-nous les mages, ça veut dire c'est les sages. Non, c'est les plus. C'est eux qui avaient la connaissance, c'était les initiés, si vous voulez. La magie étant alors la magie est aussi une instrumentation de l'irrationnel. Nous sommes aujourd'hui dans une société qui se prétend rationnelle, mais on assiste à un déferlement d'irrationnel. Les gens croient n'importe quoi, sauf la vérité. Voilà. Sauf la vérité chrétienne, sauf la révélation. On a l'impression qu'aujourd'hui, quand vous parlez de vérité chrétienne, tout le monde vous regarde en haussant les épaules. Par contre, on peut dire n'importe quoi, et à ce moment-là, on va y croire. Oui, tout à fait. Et vous avez raison quant à la vulgarisation et la diffusion à la banalisation de la magie aujourd'hui, notamment à travers les films, les séries, etc., ou même les romans pour la jeunesse. Je pense notamment à la saga Harry Potter, qui est une banalisation de la magie totale, de la sorcellerie. Quoi. Alors, vous faites démarrer, vous, la gnose à Simon le magicien. Donc, c'est une opinion que vous n'êtes pas le seul à partager. Mais pour revenir à cette... Oui, il y a trois sources. Il y a Simon le magicien, qu'on considère comme le père du gnosticisme, mais vous avez aussi Philon d'Alexandrie, qui lui va élaborer la première philosophie néo-platonicienne. Donc je m'intéresse toujours beaucoup à la philosophie dans l'ensemble de mes ouvrages. Oui. Donc si vous voulez, on est là au fondement d'un immense mouvement philosophique, puisqu'il faut savoir qu'au IIIe siècle, donc dans ce livre, je traverse les 7 premiers siècles de l'ère chrétienne, et au IIIe siècle, vous avez un philosophe qui s'appelle Plotin, qui est le plus important philosophe, parce que c'est à partir de lui qu'on va connaître tous les philosophes de l'Antiquité, donc qui est un néo-platonicien. Et alors ce qui est très intéressant, parce que par rapport à ce que disait tout à l'heure votre intervenant, c'est que l'initiation plotinienne, c'est déjà effacer les différences. Dieu nous a créés différents, et déjà la volonté de Plotin est déjà, dans son initiation, d'effacer les différences. L'égalitarisme, il est déjà là. Et d'ailleurs, il va avoir tous les philosophes arabes, dits arabes, puisqu'ils ne sont pas vraiment arabes, tirent leur doctrine de Plotin, et jusqu'à de très nombreux philosophes modernes, comme Leibniz, comme Spinoza, ce sont des plotiniens. Et on peut même dire qu'Auguste Comte, même Marx, sont plotiniens. Donc, si vous voulez, je fais le rapprochement entre les doctrines philosophiques modernes et la gnose. Vous avez par exemple, dans ces premiers gnostiques néoplatoniciens, un ébionite, si je ne me trompe pas, oui c'est ça, un ébionite, alors c'est la troisième source, mais il est aussi un descendant de Philon d'Alexandrie, mais il est aussi, les ébionites, ce sont des Esséniens plus ou moins convertis. Mais Carpocrate est déjà le premier communiste. Le premier, il a d'ailleurs été revendiqué comme un ancêtre par les communistes. Oui, alors, et vous rappelez tout au long de votre livre que
finalement les idées dites nouvelles, notamment celles du siècle des Lumières, entre guillemets, sont en fait de vieilles idées. Ce sont de vieilles idées qui ont gagné une sorte de guerre, une guerre de dizaines de siècles, et qui sont revenues en grande partie à cause de la Renaissance. Donc j'ai aussi, vous savez, un livre que j'ai appelé La Renaissance, c'est imposture. Oui. Pour parler toujours d'éducation, je le signale toujours, mais Erasme, par exemple, qu'on présente toujours comme un grand humanisme chrétien. J'ai entendu tout à l'heure le mot humanisme intégral, donc lui c'est pas tout à fait la même chose, mais Erasme qui a refusé les sacrements de l'Église, dont les œuvres ont été mises à l'index et non sans raison, et aujourd'hui le programme d'éducation pour les étudiants européens s'appelle Erasmus. Nous sommes toujours dans le même combat. La guerre des gnoses, puisque mes livres, il y a 4 tomes, les livres du cycle de la série, là nous parlons du premier livre, la guerre des gnoses, elle est toujours d'actualité. Simplement, elle n'est pas très connue. J'essaye de faire comprendre et de révéler une histoire qui est une histoire souterraine, une histoire occulte, une filiation. Vous avez aussi, dès le IIe siècle, des sociétés secrètes hermétiques qui ont transmis un certain nombre de traditions qui sont toujours aujourd'hui dans les traditions des loges maçonniques. Donc il y a véritablement une filiation depuis le premier gnosticisme antichrétien jusqu'à aujourd'hui. Alors voilà, je ne sais pas si on peut parler si vous aviez prévu de parler de gnose chrétienne ou pas de gnose chrétienne, parce que le sujet avait prêté à controverse. Oui, si, allons-y maintenant. Est-ce que l'on peut? Non, voilà, très brièvement, J'auto-censure. Oui. C'est un sujet délicat. C'est un sujet délicat, mais déchaîner des passions. Ça a déchaîné des passions. Alors déjà, nous sommes entre catholiques, donc si en plus nous nous disputons, ça n'arrange rien. On peut se disputer, mais avec courtoisie. Oui, avec courtoisie. Ce que l'on peut dire, en tant qu'historien, parce qu'il faut quand même, j'essaye de dire des choses sérieuses. Oui. L'expression gnose chrétienne, elle est employée par saint Paul. Saint Irénée combat les gnostiques, mais il emploie, lui, le terme de pseudonymos gnosis, c'est-à-dire de la pseudognose. Oui. Et en fait, ensuite, le terme a aussi été repris par Bossuet. Moi, je le tenais de Bossuet. Mais depuis Saint-Irénée, grosso modo, on n'emploie plus le terme. On ne peut plus, parce qu'à partir du moment où les gnostiques se sont tous avérés les pires ennemis de l'Église, on ne peut plus parler de gnose chrétienne parce qu'on crée une confusion. Voilà. On parlait tout à l'heure de la confusion mentale, de la confusion due à la confusion du vocabulaire. Il faut donc clarifier les choses. Je n'emploie pas le terme de gnose chrétienne. Voilà. Ce pauvre terme est... On ne peut pas. Voilà, n'est plus récupérable, n'est plus sauvable. Il n'est plus sauvable parce que la gnose est la doctrine des ennemis de l'Église depuis le début. Donc, alors vous faites démarrer la gnose donc au 1er siècle. D'autres auteurs de notre mouvance la font démarrer plus tôt. Il y a deux écoles, notamment dans le rapport entre Kabbale et gnose. Hein. La Kabbale étant un ésotérisme. La Kabbale, c'est la tradition ésotérique juive. Voilà. Vous avez un texte, si vous voulez, là, officiellement. Parce qu'il y a une histoire officielle et il y a une véritable histoire. L'histoire officielle, c'est comme pour l'histoire de France ou l'histoire actuelle, quand on vous raconte dans les manuels scolaires des choses que je ne vais pas dire ici, mais pour savoir qui a gagné les guerres de 14, par exemple. Ouais. Ce que je voulais dire. Le rapport entre gnose et Kabbale. Alors, certains auteurs... Non, la Kabbale existe, si vous voulez, au XIIe et XIIIe siècle. Vous avez un texte fondamental qui s'appelle le Zohar, et qui est d'ailleurs à l'origine de la Renaissance, que je raconte dans un autre livre. Mais en fait, il y a toute une période antérieure que j'ai cherché à nommer. C'est pour ça que j'ai parlé de pré-Kabbale, c'est-à-dire d'une Kabbale avant la Kabbale. Parce que d'autres font remonter la Kabbale à l'Ancien Testament, et notamment à l'époque où les Hébreux se sont retrouvés en Égypte, terre d'occultisme s'il en est. Et surtout à Babylone. Et aussi à Babylone surtout ensuite. À Babylone. Voilà. Et Monseigneur Morin, dans la franc-maçonnerie synagogue de Satan, un livre du 19e siècle, faisait naître la Kabbale à Babylone. Voilà, donc cette tradition ésotérique. Oui, mais c'est pas la même. Moi, ce qui m'intéresse, c'est le mouvement antichrétien. C'est-à-dire, ce qui m'intéresse, c'est la gnose. On peut considérer que c'est la connaissance des mystères de l'Antiquité païenne. Il y a une gnose païenne. Elle est païenne. Le problème, c'est le moment où elle devient antichrétienne. Oui. Et notamment le cas de la gnose égyptienne. Donc là aussi, c'est toujours d'actualité et
Je donnerais par exemple le christianisme des premiers temps s'est imposé contre le culte du soleil. Alors le culte du soleil, il est aujourd'hui aussi omniprésent. Toute la symbolique du soleil est dans les médias. Vous avez le cirque du soleil, tout est solaire. Beaucoup de choses sont solaires. Voilà, c'est totalement d'actualité. Ce qui s'est passé dans les 4 premiers siècles, on en trouve toujours les traces aujourd'hui. C'est ce que j'essaye de faire. En effet, surtout, voilà, si vous rappelez que la gnose, donc cette connaissance cachée, réservée à une élite qui l'acquiert par initiation, etc., et donc la doctrine maçonnique par excellence, on se doute qu'elle a de l'influence sur notre époque. Alors, dans la première partie de votre ouvrage, vous opposez Alexandrie et Rome. Voilà, l'ésotérisme cosmopolitain, je cite, d'Alexandrie contre l'exotérisme universel chrétien. Tout part de là. Tout part de là, oui. Peut-être définir les mots. Le cosmopolitisme, parce que ça aussi c'est d'actualité, c'est le culte du cosmos. Il ne faut pas oublier que le cosmopolitisme, c'est l'implication politique d'un culte du cosmos, alors que le christianisme est un universalisme. Le Christ dit d'enseigner les nations, il ne dit pas de les détruire. Donc toute la première, les premiers siècles se passent. Alexandrie étant le principal centre d'élaboration de la gnose, c'est pas l'unique centre, parce qu'ensuite les gens vont partout, ils viennent à Rome, ils vont à Antioche. Vous avez une autre école qui est à Antioche. Et les premiers siècles se passent comme une lutte entre Alexandrie et Rome. À partir du moment où l'Église est à Rome, la lutte est constante entre Alexandrie et Rome. Voilà, c'est très bien. C'est pas si. Oui, bon, c'est pas si c'est clair. Donc, je pense. Donc ça, c'est la première partie, Alexandrie contre Rome. Ensuite, la deuxième partie du livre, on doit le présenter rapidement, malheureusement, je suis navré. Non, mais je vous en prie. Deuxième partie, Empire et christianisme. Ou comment l'Empire devint chrétien et l'Église n'est pas devenue une secte judéo-païenne. Ça a été un long combat. Ça a été un très long combat, avec notamment les apologistes. Bon, alors vous avez les grands apologistes et qui ont parfois sombré dans l'hérésie. Vous avez des apologistes qui flirtent avec l'hérésie, notamment à l'école d'Alexandrie. L'école d'Alexandrie étant créée par Panthénus, et vous avez ensuite Clément et Origène qui sont les principaux, qui ont écrit des livres admirables d'apologie, mais qui ont surtout Origène a été à l'origine d'une secte, c'est-à-dire d'une église, une pseudo-église dite spirituelle, et dont on a vu les errements jusqu'à la Réforme, par exemple. On peut dire que Erasme et Luther sont des descendants d'Origène. Donc ce sont des hérésies qui ont énormément d'importance depuis le 1er siècle. Mais les apologistes ont permis de convaincre les élites païennes. Et c'est aussi un sujet sur lequel j'insiste beaucoup, puisque aujourd'hui nous sommes un monde païen, nous sommes un monde pire que ça, parce qu'il est presque anti-chrétien. On créerait des réflexes conditionnés anti-chrétiens, anti-catholiques, à force de mensonges, et notamment de mensonges historiques. Et donc il faut s'adresser à l'intelligence des gens qui considéreraient que le catholicisme n'est pas une religion qui ait le droit de survivre. Parce que nous en sommes là. Nous en sommes en voie d'être véritablement menacés. Nous allons peut-être entrer dans une nouvelle ère de martyrs. Je suis désolé de le dire, mais ceux qui voudront défendre leur foi, il faudra qu'ils la défendent au prix de leur vie. Oui, il semble que l'on s'y dirige, en effet. Mais hélas. Sauf sursaut. Et puis alors, dans la troisième partie, vous abordez la lutte des initiations dans les arcanes monastiques au début des temps féodaux. Qu'appelez-vous temps féodaux? D'abord, je proscris le mot Moyen-Âge, qui est un terme péjoratif qui ne correspond à rien sur un plan historique. Il commencerait avec Odoacre à la chute de Rome, mais en fait ça ne veut strictement rien dire, et il se terminerait à la Renaissance qui est datée de 1453. Et je dis toujours que 1453 c'est une date qui ne correspond à rien. Elle correspond à une seule chose, c'est la chute de Constantinople. Et quand vous lisez un dictionnaire, on vous parle de la prise de Constantinople. C'est pour vous dire de quel côté se placent les historiens qui ont rédigé les dictionnaires. C'est aussi la bataille de Castillon, hein. Oui, mais enfin... Fin de la guerre de 100 ans. Oui.
C'est exact. Mais enfin, c'est pas pour ça que la Renaissance est datée de cette date. Voilà. Donc, je parle des temps féodaux. Ce sont les temps du serment germanique sanctifié par la foi. Tout le système féodal est un système germanique. Simplement, il a été christianisé. Le christianisme n'a pas mis fin à toutes les traditions antérieures, elle les a sanctifiées. C'est ce que j'essaye d'expliquer à la fois dans les organisations, par exemple la chevalerie, et également en philosophie. Parce que c'est le plus important, c'est de savoir que Platon, grâce à saint Augustin, et plus tard Aristote, grâce à saint Thomas, ont été christianisés, dans la mesure du possible. Et quand on vous parle de Renaissance, donc elle n'existe pas, puisque justement on dispute sur Platon et Aristote pendant tous les siècles qui seraient soi-disant du Moyen-Âge où on ne connaîtrait pas la culture antique. C'est une des preuves de la persistance de la culture antique, surtout dans les monastères. Voilà, oui, donc elle n'est pas effacée du tout. Voilà. Il n'y a pas un Moyen-Âge obscur, c'est une invention des encyclopédistes. Bien sûr, les monastères ont sauvé le savoir, et donc comme vous l'expliquez, le christianisme a repris le meilleur à ce que j'essaye simplement d'expliquer, c'est qu'il y a eu déjà beaucoup d'hérésies dans les monastères, et il y a tous les monastères anglais. Bon, j'essaye de tracer l'histoire de toute l'Angleterre, des moines qu'on appelle errants, des Irlandais, des moines irlandais, du mouvement Scott. Bon, tous les gens qui sont intéressés trouveront ça dans mon livre. Tout à fait. Parce que c'est finalement, par exemple, la démarche de saint Augustin et de saint Thomas qui se servent des concepts de la philosophie antique pour introduire dans la philosophie la foi chrétienne et les concepts chrétiens. C'est le contraire du gnosticisme, finalement. Ça se fait au grand jour, tout est dévoilé. C'est pour ça la première partie que vous évoquiez tout à l'heure s'appelle l'exotérisme chrétien. Le christianisme est un exotérisme parce que rien n'est caché. Tout le monde a accès à la connaissance. L'ésotérisme étant au contraire une connaissance réservée et au salut, bien entendu. C'est pas le salut. Juste un mot sur saint Augustin. Il a été quand même pendant 7 ans ou 9 ans manichéen. Donc il a été dans une secte pendant très longtemps. Et il est devenu l'un des plus grands saints, un père de l'Église et l'un des plus grands saints. Donc il ne faut désespérer de rien ni de personne. Tous les chemins peuvent trouver... c'est aussi la beauté du christianisme, la rédemption. Tout le monde peut trouver une voie vers la vérité. Voilà, tout à fait. Saint Augustin en est vraiment le meilleur exemple. Il y en a d'autres. Saint Ignace de Loyola, beaucoup plus tard, n'a pas eu du tout un début de vie très académique. C'est exact. Voilà, et donc en conclusion de cet ouvrage, vous mettez en valeur l'intelligence de la tradition chrétienne, finalement la seule rationnelle. Absolument. Face aux ésotérismes. Revenez un peu sur cette l'irrationalité des philosophes modernes, s'il vous plaît. Le problème, c'est que on va un peu dépasser le cadre de ce livre-là, mais la base en est là, légèrement. C'est que la philosophie moderne est une inversion de la scolastique chrétienne, notamment du thomisme. Donc, ce que saint Thomas appelle rationalisme n'a rien à voir avec le rationalisme tel qu'il a été défini par Descartes. Descartes ayant été, en fait, n'étant pas du tout rationnel, étant quelqu'un qui était un illuminé, puisqu'il a été illuminé par les Rose-Croix, ce que je raconterai dans un futur livre. Donc, nous sommes aujourd'hui, nous employons un vocabulaire qui ne veut plus rien dire. Le réalisme au sens scolastique n'a rien à voir avec le réalisme au sens matérialiste. C'est même le contraire. Nous l'avions évoqué il y a à la précédente émission avec Jean de Rouen. Il y manque, n'est-ce pas, dans le langage aristotélicien, la connaissance de la substance. C'est l'essentiel. Donc les matérialistes d'aujourd'hui ne connaissent que ce que Aristote appelle des accidents. C'est-à-dire qu'ils ne connaissent pas la cause première, la cause efficiente, etc. Donc si vous voulez, nous sommes aujourd'hui dans l'irrationnel. Et l'ésotérisme est irrationnel. Donc les gens qui aujourd'hui agissent au nom de la raison sont en fait des gens qui ont des croyances irrationnelles. Je sais que c'est pas facile à croire, mais c'est la triste réalité aussi, parce que ça explique l'échec du monde moderne. Je suis un anti-moderne puisque le monde moderne marche sur la tête. Hegel a dit que la philosophie était le monde à l'envers, et le monde d'aujourd'hui, nous marchons sur la tête parce que les gens, nos dirigeants ont des principes qui sont pervers, qui sont inversés. Le langage est inversé, une inversion de la vérité chrétienne.
ne nous étonnons pas de là où nous sommes et de là où nous allons malheureusement, parce que nous sommes gouvernés par des gens qui dénient la vérité chrétienne et qui veulent à tout prix nous supprimer. Donc luttons. Très bien, écoutez, ce sera la conclusion de cette présentation trop courte, je suis désolé, de votre livre, Alain Pascal, pour les auditeurs de Radio Courtoisie. Donc livre qui s'intitule, je le rappelle, La Pré-Cabale, les ésotérismes contre la tradition chrétienne, et qui est le premier volume de votre cycle La Guerre des Gnoses. Et c'est la deuxième édition, puisque les éditions des Cimes ont repris les éditions de l'Ancre ayant été poussées à la faillite par la dictature. Il n'y avait plus d'éditeurs et les éditions des Cimes ont réédité tout le cycle de La Guerre des Gnoses. Je les en remercie. Oui, en effet. Donc édition 2016, voilà. Revue et corrigée. Toujours d'ailleurs. J'ai ajouté quelques articles que j'avais écrits dans le libre journal de Beketch et qui concernent le sujet, notamment sur l'école. Vous avez un article sur la magie à l'école. Très bien. Et ce livre, comme les autres d'ailleurs, est muni d'un double index et d'une table des matières très détaillée. Donc il fourmille d'informations et c'est un très bon outil de travail. Voilà. Nous n'avons plus beaucoup de temps malheureusement, alors je voudrais accueillir à l'antenne un dernier invité, Jean Cardon. Jean Cardon, bonsoir. Bonsoir Thibaut de Chasset, merci de votre invitation. Merci à vous. Alors, vous êtes chef d'entreprise, membre du conseil politique du Renouveau Français. Tout à fait. Et vous êtes l'un des organisateurs de l'Université d'été nationaliste qui se tiendra fin août en Bourgogne. Est-ce que vous pourriez nous dire, nous la présenter en quelques mots, s'il vous plaît? Avec plaisir. L'Université d'été nationaliste est traditionnellement organisée chaque fin d'été depuis quelques années par le Renouveau Français. C'est un rendez-vous à ne pas manquer car on y reçoit une formation assez complète, aussi bien du point de vue théorique que pratique, puisque à toute action il faut une formation, à toute formation il faut une action. Du point de vue donc de la science politique, de l'analyse, de l'histoire, de questions de civilisation. J'insiste sur le fait qu'il y a plusieurs niveaux de formation. Ils sont bienvenus aussi bien les plus jeunes militants que les personnes plus aguerries qui apprendront également des choses. C'est un rendez-vous qui se passe toujours très bien. Il règne une très bonne ambiance. On a la tranche d'âge est de 15 à 35 ans. L'encadrement étant très sérieux, il règne une saine atmosphère chrétienne. Je fais d'ailleurs un aparté pour ma part. C'est d'ailleurs là-bas que j'ai découvert la messe traditionnelle que je ne connaissais pas avant et dont je ne peux plus me passer depuis. Une ambiance chaleureuse, donc on s'intègre facilement. On peut y faire de belles rencontres, de belles amitiés. D'un point de vue un petit peu plus pratique, les invités cette année, nous aurons le plaisir de recevoir entre autres Christophe Réveillard, qui est professeur d'histoire moderne. Diplômé. Excusez-moi Jean Cardon, mais nous n'avons pas le temps malheureusement de détailler la liste des invités. D'accord. Le temps nous presse. Alors, je vais bondir sur les aspects techniques et pratiques si vous voulez. Je vais le faire si vous voulez bien en 2 minutes. Pour les informations par téléphone 06 21 22 16 32 et sur le site du Renouveau Français, renouveaufrançais.com. Voilà, merci beaucoup Jean Cardon, je suis désolé, nous sommes un petit peu en retard. Merci beaucoup de votre intervention. La chronique de Pierre Delaubier est passée à la trappe, malheureusement, je suis confus Pierre Delaubier, ce sera pour la prochaine, sans rancune. Non, vous m'avez fait signe, nous avons préféré nous instruire sur la gnose. Non, ce sera pour la prochaine fois. C'est vrai qu'il y a des petits points communs avec ce qu'on a dit avant. Très bien, merci, à bientôt. On retrouvera. Ici Radio Courtoisie, la radio libre du pays réel et de la francophonie. Vous venez d'entendre le livre journal de la nuit de la France profonde, dirigé par Thibaut de Chasset, assisté d'Elisabeth, diffusé en direct mardi 12 juillet 2016 de 21h30 à 23h. Il est diffusé en différé vendredi 15 de 21h30 à 23h également, puis à la demande sur le site internet de Radio Courtoisie. Ce livre journal a été réalisé par Benoît. N'oubliez pas que Radio Courtoisie est une radio culturelle associative. Afin de sauvegarder une indépendance absolue, Radio Courtoisie refuse toute ressource publicitaire. Radio Courtoisie ne vit que grâce à ses auditeurs.
Aidez-nous à demeurer libres, adhérez à notre association. Pour cette année, la cotisation minimum est de 40 €. Envoyez votre chèque à Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75 016 Paris ou réglez avec votre carte bancaire sur radiocourtoisie.fr. Si vous le désirez, nous pouvons vous faire parvenir un enregistrement de ce libre journal. Commandez le CD-ROM pour le prix franc de port de 9 € ou 6 € seulement si vous êtes adhérent de notre association. Je vous rappelle notre adresse, Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75 016 Paris.